Débat, on va parler du Rwanda et de la situation en Syrie. À tout de suite. Retour sur le plateau du débat, tout de suite le rappel des titres de l'actualité de ce vendredi. La perte du AAA serait imminente pour la France. La dégradation de la note pourrait être annoncée dès ce soir par l'agence Standard & Poor's. L'Autriche et la Slovaquie seraient également concernées, mais pas l'Allemagne ni les Pays-Bas. Les bourses européennes ont clôturé ce soir en baisse. À 100 jours de la présidentielle en France, la campagne s'accélère. François Hollande fait toujours la course en tête devant le président Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen est en hausse dans les derniers sondages et vous les découvrez ici à l'image. De nouveaux signes de bonne volonté de la part de la junte birmane. Des centaines de dissidents politiques de premier plan ont été libérés. La communauté internationale salue l'engagement des militaires sur la voie de la démocratie. La dépouille du grand reporter Gilles Jacquier, tué mercredi en Syrie à Homs, a été rapatriée en France où une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Selon France Télévisions, il y a plusieurs éléments troublants sur les circonstances du décès du journaliste. Voilà pour les grands titres, des titres qui seront développés dans notre édition de 20h. La deuxième partie de notre débat, une semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et je vous présente très rapidement nos invités. Si vous nous prenez en cours, Ana Navarro Pedro, qui est correspondante à Paris de Visao, le deuxième hebdomadaire d'information portugais. Marcus Mabry, qui est rédacteur en chef à l'International Herald Tribune. Stéphane De Vries, qui est le correspondant à Paris d'RTL 4, qui est une chaîne d'information hollandaise. Et Ziad Liman, qui est le directeur du mensuel Afrique Magazine. La deuxième partie donc de notre semaine dans le monde, le génocide au Rwanda. 17 ans après les faits, eh bien toujours cette question: qui a tiré sur l'avion du président rwandais Habyarimana? Un attentat qui a déclenché, vous le savez, le génocide de 94 qui a fait 800 000 morts, en majorité des Tutsis. La justice française a longtemps avancé la thèse d'un tir provenant du camp du FPR du Tutsi Paul Kagame. 17 ans après, eh bien cette même justice avance la thèse contraire: le tir proviendrait d'un camp militaire hutu. Alors pour le moment, les présumés auteurs ne sont pas désignés dans ce rapport. Je vous propose d'écouter la réaction de la ministre rwandaise des Affaires étrangères. On rappelle que 7 proches de Paul Kagame étaient inculpés par la justice française. Ce n'est qu'une petite partie des réparations qu'il faut apporter aux relations. Mais ça aide certainement parce que nous commençons enfin à remettre l'histoire à sa place. Et nous en finissons avec le révisionnisme et le cynisme autour de ce qui s'est passé dans ce pays. Ziad, pour que l'on comprenne bien, pourquoi est-ce si important de savoir d'où provenait ce tir ? Je vais peut-être vous surprendre, mais dans le contexte de l'époque, ce tir pouvait provenir de n'importe quel côté. Il n'y a pas de révisionnisme sur le génocide. Le génocide a eu lieu, à part quelques illuminés, de certains illuminés français qui contestent le génocide lui-même, il y a un génocide au Rwanda. Personne ne discute le fait que des Hutus extrémistes ont mené ce génocide, etc. Que des Hutus extrémistes qui étaient dans le camp de Kanambe, je crois que c'est comme exactement son nom, et puis tuer leur président qui était en négociation avec le FPR à ce moment-là, est tout à fait plausible et tout à fait possible. Et ça a toujours été une des deux théories. La théorie du coup d'État intérieur mené par des Hutus extrémistes. Il y a des petites nuances parce que le chef d'état-major était dans l'avion avec le président, donc peut-être qu'il a été liquidé au passage, peut-être qu'il n'était pas lui aussi. Hein. Donc le camp présidentiel était dans un processus de discussion, négociation avec le FPR. Donc il y avait tout à fait le scénario que des Hutus extrémistes décident de liquider leur président, de prendre le pouvoir, de liquider l'opposition Tutsi et qu'après ça parte dans un génocide. Ça, c'est ce qui est très important, c'est que dans le contexte des relations extrêmement difficiles entre la France et le Rwanda, les conclusions du juge Bruguière sont apparues
comme une attaque directe française contre le gouvernement rwandais et donc d'une certaine manière d'une réécriture de l'histoire, etc. Donc c'est pour ça que, mais je pense que Anna va en parler, c'est pour ça que la justice française revienne elle-même sur sa propre enquête et donne une nouvelle version des choses, c'est très important pour l'histoire, pour les relations entre la France et le Rwanda. Mais est-ce que c'est que cette vérité, toute la vérité? Enfin, c'est extrêmement compliqué à dire. Pedro. Mais quand même, l'enquête menée par ces deux juges comparée à l'enquête menée par le juge Bruguière, quand même, c'est quelque chose d'autre. Il a pris des experts, il a regardé... il s'est rendu au Rwanda. Il s'est rendu au Rwanda, il a pris des experts du son, des experts balistiques, etc. Il a regardé, il a repris les déclarations, les témoignages qui avaient été faits à l'époque par des militaires français. Et évidemment, on a l'impression que le juge Bruguière a mouillé le doigt et a regardé de souffler le vent pour arriver à ces conclusions. C'est des conclusions quand même gravissimes. N'oubliez pas qu'il y a eu des gens du gouvernement rwandais qui ont été quand même arrêtés sans sous mandat d'arrêt international. Et c'est quand même la France à l'étranger a une image terrible dans l'affaire rwandaise. Terrible. D'infamie, vraiment, hélas. Et avec les conclusions de ces juges, il y a quelque chose là, il y a un honneur qui est rétabli. Il n'y a qu'un grand pays qui peut revenir. Alors, on ne sait pas ce qu'on va faire les gouvernements, ce que vont faire les autorités, mais quand même on se dit, c'est quand même un pays qui marche. Non, c'est vrai, c'est triste. Hein. Enfin, j'étais basé en Afrique, j'ai vu tous ces corps pendant des années au Rwanda, qui restent. Enfin, aujourd'hui, on ne peut pas épargner ça d'un pays. Donc, c'est grave et c'est vrai, c'est l'image de la France même, pas seulement au Rwanda, mais dans le monde. Et malheureusement, je ne veux pas se poser encore comme problème anglo-saxon contre aux Français, mais c'est vrai, dans le monde anglo-saxon, on a vu ça toujours comme quelque chose, une espèce de mauvaise foi qu'en France on a accusé ces Tutsis, on peut dire, d'avoir fait ça. Mais pour quelle raison? Parce que la France avait des choses à cacher, elle avait des responsabilités dans ce génocide. Que, historiquement, les liens entre la France et les Hutus de l'époque, malheureusement, c'était malsain, on peut dire. Ça va même plus loin que malsain, puisqu'on accuse quand même la France d'avoir armé, entraîné des miliciens Hutus. Oui, mais avec le but de génocide, c'est différent. Donc, on ne doit pas mélanger tous les choses. C'est là que les choses deviennent très complexes et qu'il faut être extrêmement prudent parce que d'accuser la France d'avoir participé ou d'avoir été acteur d'une manière ou d'une autre, direct ou indirect, du génocide, ça, je pense que c'est quelque chose qui va très très loin et qui était une attaque aussi idéologique que l'autre. Que les Français... les Français... Non, cette attaque-là était une attaque qui est terrible pour la France, parce que quand on dit, par exemple, quand M. Juppé est mis en cause, quand des gens sont mis en cause comme ça, c'est vraiment extrêmement violent. D'autant plus qu'on connaît quand même un peu les données. Les Français, c'était les parrains d'Abiyarimana, mais Abiyarimana, lui, était dans un processus, encore une fois, de négociation avec le FPR, les accords d'Arusha, ça c'est très compliqué, c'est un processus très lent, qui arrivait presque à aboutissement. Alors, bien sûr, ils ont aidé Abiyarimana, mais de dire après que les Français ont été des acteurs du génocide, franchement, il faut pas... Mais on peut dire, par contre, tout le monde, et surtout tout l'Occident, ils n'ont pas suffisamment protégé la communauté Tutsi, ils n'avaient pas les gens, mais à ce moment-là, les Canadiens, les Américains... On n'a pas dit le mot génocide. À ce moment-là, Bill Clinton, excusez-moi, la première puissance. Donc c'est là que je trouve que... On n'a pas dit le mot génocide, et on savait très bien que c'était un génocide qui s'est passé dans ce pays. Oui, et au milieu de l'Afrique. Et il y a eu une telle ambiguïté entretenue en France à l'époque, qu'on a réussi à avoir des publications à l'époque, comme par exemple, j'ai oublié le nom, là j'ai un trou vraiment, mais il y avait des publications qui présentaient le génocide des Hutus par les Tutsis. Non, mais il y avait un lobby Hutu très puissant, ça c'est clair. Il y avait un lobby Hutu en France très puissant. Mais moi je pense que dans cette histoire, il faut se focaliser sur ce qu'amènent les juges. Les juges amènent quelque chose de précis sur la thèse du complot intérieur au sein du camp Hutu. Et je pense que si on veut être prudent, il faut s'en tenir à ce qu'on a aujourd'hui avant de réécrire toute l'histoire de ce qui se passe derrière. Pour le moment, on a ça. Et ça, c'est une... Et avec un travail sérieux, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment un travail sérieux. Il peut être contesté par d'autres experts, d'accord. Oui, parce que là encore, il y a encore quand même des points d'interrogation. Parce que ce rapport, on le reprécise, ne désigne pas des auteurs présumés. Donc il y a encore des questions, notamment sur l'arme. L'arme viendrait d'Ouganda. Il fallait être un grand
expert pour savoir s'en servir. L'armée Hutu ne l'était pas. Il y avait un commandant, le commandant Baril, qui 2 jours avant, commandant français, qui était sur le tarmac de l'aéroport de Kigali. Que faisait-il là? Enfin, il y a quand même de nombreuses questions. C'est pour ça que encore, je dis, comme dit Anna Maria, ce qui est intéressant, c'est la capacité de la justice française à aller vraiment au fond de cette histoire. Maintenant, on a un élément qui sort, ce que dit une enquête de justice. L'histoire du génocide rwandais, l'histoire de l'implication de la France, le rôle des Hutus extrémistes, le rôle du FPR, tout ça, ça va mettre un temps fou parce que la responsabilité des uns et des autres est immense. Finalement, si on regarde les victimes, le nombre des victimes, quelle que soit la responsabilité des uns et des autres, elle est immense. On a laissé, je ne sais pas quel est le dernier chiffre que tu as, à peu près... Enfin, c'est entre 500 000 et 800 000. Et 800 000 et moi, je dirais plutôt 800 000. Mourir dans le silence absolu de la communauté internationale, c'est pour ça que j'ai cité les États-Unis, c'est pour ça que j'ai cité le Canada, c'est pour ça que j'ai cité toute l'Union européenne. Tout le monde faisait autre chose. Soyons prudents, par contre, que des juges cherchent, je pense que... Il faut dire que ça a pris du temps, enfin, à la fois. Et il a fallu changer aussi celui qui conduisait l'enquête. Ouais. Oui, parce qu'on est passé du juge Bruguière au juge Trévidic, comme vous le disiez, Anna, juge Trévidic qui s'est quand même rendu sur place, qui a fait une expertise balistique, acoustique. Un travail dépourvu d'idéologie. Il a cherché des éléments techniques. Il faut bien comprendre qu'il y avait peut-être des pressions politiques du temps du juge. C'est une question qu'on ne peut pas éloigner. La question peut se poser. C'est une question idéologique aussi. Les juges ne sont pas à l'abri des pressions et de leurs opinions, même s'ils sont censés être parfaits. Ils ne sont pas à l'abri de leur... Non mais c'est pas une mauvaise justice. Je trouve que sur un certain nombre de dossiers, les juges français font preuve de courage, y compris sur des affaires intérieures, où ils savent que c'est archi-miné. Ça n'empêchera pas des juges d'être socialistes, des juges d'être de droite, etc. Mais dans l'ensemble, je trouve que ce pays, une des clés de sa démocratie, c'est sa justice. Et il y a beaucoup de pays dans le monde, en particulier dans le monde émergent, dont les citoyens aimeraient avoir une justice française. Vous continuez à m'étonner, mais bon... c'est le moins de choses. Ouais, c'est le moins de choses. On doit attendre à ça. Ouais, non ah oui, tout à fait. Ouais. On va parler de la Syrie, si vous le voulez bien. Malgré la répression, eh bien, ce fut aujourd'hui encore une nouvelle journée de manifestation en Syrie. Ils étaient encore des dizaines de milliers à défiler à travers le pays. Le bras de fer avec le régime se poursuit. Il pourrait durer. Pas question pour le président Assad de quitter le pouvoir. C'est ce qu'a réaffirmé Bachar el-Assad mardi lors d'un discours. Le président qui est dans le déni le plus total. On l'écoute. Je tiens à dire qu'aucun ordre à aucun niveau n'a été donné d'ouvrir le feu sur les citoyens. Rien ne leur sera fait, sauf en cas d'autodéfense, de protection des citoyens ou de confrontation avec des personnes armées. Il y a des cas particuliers prévus par la loi. Stéphane De Vries, quand on l'entend, le président Assad, pas question pour lui de quitter le pouvoir. Vous pensez que ça va durer encore longtemps ? Très longtemps, il peut durer encore, peut-être, ça dure déjà 1 an, il ne faut pas oublier que... Mi-mars, l'année dernière. Oui, et il est toujours là, toujours en bonne santé, et toujours le même discours, et cette semaine, il a aussi dit que tout cela, c'était un complot des étrangers, donc c'est une rhétorique classique, en fait, d'un dictateur qui a vraiment pas du tout envie de céder, et qui ne cédera pas, et donc il restera là tant qu'on reste ici passif et on assiste à quelque chose de terrible. Alain Navarra-Pedro, il a encore de beaux jours devant lui, le président Assad, surtout quand on sait que la Russie a encore rejeté, aujourd'hui encore, toute action contre le régime. La Russie qui freine des 4 fers, qui n'en veut pas. Il y a beaucoup de choses qui se jouent là, et se jouent pratiquement tout, sauf vraiment la liberté et le désir du peuple syrien. Les gens qui sont derrière cette sublévation, ceux qui sont dans la rue ont certainement le cœur pur et sont courageux, pour beaucoup d'entre eux. Pour la plupart, mais derrière, c'est les Syriens de l'extérieur. Avec qui sont-ils en contact? Qu'est-ce qui se joue là derrière? Regardons d'où viennent les financements du mouvement. Regardons aussi la Syrie, le chemin de Damas qu'il fallait prendre pour beaucoup de négociations, ce qui était impensable. La Syrie comme un grand verrou, comme vraiment un pion très important dans un échiquier de Moyen-Orient, juste à côté de l'Iran, dont le sort n'est pas encore réglé. Donc, on a pensé qu'en faisant chuter la Syrie, l'Iran serait beaucoup plus isolé régionalement. Ce qui se joue dans les
appui ou non-appui à des motions de censure, enfin des motions contre la Syrie, c'est les intérêts des autres États et tout le monde se moque royalement de ce qui peut advenir aux gens dans la rue. Ziad, la mission de la Ligue arabe, on peut dire que c'est quand même très clairement un échec. On ne pouvait pas beaucoup s'attendre à mieux. C'est extrêmement compliqué de se déplacer, ils sont totalement sous contrôle. Je pense que ça, c'était un piège peut-être non, aussi, non, c'était pas un piège, c'est-à-dire qu'il fallait céder quelque chose. À un moment, ils ont cédé cette mission qu'ils ont totalement encadrée. Ils ont parlé ça a de permis nouvelles... à Damas peut-être de gagner